Je vous remercie de votre présence, hein. Aujourd'hui, il y a plus de 100 participants qui sont déjà connectés. Donc pour nous, en tant qu'Énergie, c'est un peu un exercice de style, hein. On lance cette nouvelle manière de communiquer, puisque malheureusement, on ne peut pas tous vous voir en réunion collective comme vous pouvez le faire les autres années. Donc on va être obligé de travailler de cette manière-là pour continuer à vous apporter les informations qu'on a traditionnellement à vous apporter en agence. Donc je me présente, Frédéric Lodivna, donc je m'occupe de la partie commerciale pour la région Ouest. Et je m'occupe également d'apporter le support technique à toute l'équipe commerciale. Donc, en tant qu'énergiste, on va essayer de vous donner nos éclaircissements sur la partie RE 2020, qui aujourd'hui avance lentement mais sûrement, puisque les différentes annonces permettent de réfléchir à tout ça. Pour ce qui est du planning, donc, un petit rappel de ce qui a beaucoup bousculé les choses, le communiqué de presse de Madame Pompili, notre ministère de l'écologie, du 24 novembre, puisque suite à ça, de nombreuses réactions ont été amenées par les différents acteurs. Et suite à ça également, on a eu la communication des premiers prétextes de la future RE. Donc prétexte veut dire provisoire, mais néanmoins, ça permet d'avoir les grands axes de tout ça. Ces fameux prétextes sont aujourd'hui toujours à l'état de prétexte, puisqu'on attend les textes définitifs plutôt pour fin du premier trimestre 2021, c'est-à-dire plutôt entre mi-mars et fin mars. On croise les doigts, puisque si on les a, plus on les aura tard, et puis plus on mettra du temps à vous apporter des bonnes solutions. Néanmoins, du coup, la date du 1er juillet 2021 pour la date d'application, aujourd'hui, est toujours la date officielle, puisque malgré tous les différentes discussions et les différents lobbies qu'on peut constater, le 1er juillet est toujours d'actualité, même si il s'avère que les demandes sont fortes pour un décalage soit après l'été, soit plus vraisemblablement au 1er janvier de l'année prochaine. Tout ça restant bien sûr à définir de manière définitive. Comme vous l'avez compris, comme rien n'est acté de manière concrète et officielle, tout ce qu'on va se dire aujourd'hui reste du conditionnel, même si ça va vous permettre, je l'espère, de vous projeter et de commencer à réfléchir à l'évolution de vos projets pour justement que vos ventes futures correspondent à la future RE. Pardon. Donc la future RE, comment elle s'articule? Donc, nous, on a identifié trois axes principaux. La première, c'est la performance énergétique. Donc, telle que vous la connaissez aujourd'hui en RT 2012, la RE 2020 va simplement apporter des évolutions en termes de réflexion. Le deuxième axe est plutôt l'impact carbone. Donc, l'impact carbone, on en a déjà parlé dans la partie expérimentation. Celle-ci reste concrète et va impacter nos modes constructifs. Et le troisième grade, c'est le confort d'été qui est, lui, 100% nouveau par rapport à ce qu'on a travaillé en RT 2012. Mais néanmoins, lui aussi peut devenir contraignant, d'où l'imbrication de ces trois piliers, l'un par rapport à l'autre. L'objectif du jour, comme on vous l'a dit dans notre mailing, c'est d'essayer de vous apporter tout ça en une petite réunion d'une demi-heure. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, et on en parlera des autres critères dans un second temps, c'est de focaliser sur la partie performance énergétique. Pourquoi on a fait ce choix? C'est parce que c'est un sujet qui a besoin d'être évoqué et qui va vous permettre d'avoir des solutions concrètes. Et également parce que c'est ce qui va impacter beaucoup sur vos coûts à l'avenir. Donc, la meilleure réflexion, c'est quand même de se poser les bonnes questions sur ce sujet-là avant d'aller plus loin dans le détail. Donc, comment on fait de la performance éthique? Donc, la première évolution majeure de la RE 2020, c'est la surface de référence qui évolue. Donc, pour la RT 2012, on avait une surface de référence qui était la surface réglementaire thermique, donc la SRT. Vous, en tant que constructeur, promoteur, vous avez plutôt l'habitude de travailler avec des surfaces habitables, des surfaces de plancher, des surfaces hors d'œuvre brute. Il s'avère que nous, en tant que thermiciens, on aime bien créer des nouvelles surfaces. Là, en l'occurrence, la conclusion a été apportée sur une seule surface, à savoir la surface habitable.
Donc, gros intérêt, c'est que du coup, on a une surface commune qu'on maîtrise tous et que vous maîtrisez vous aussi très bien. Donc, les évolutions traditionnelles sur les moteurs de calcul, eh ben, c'est une fois de plus celle qu'on a aujourd'hui. La deuxième chose qui va modifier en particulier les objectifs, c'est cette fameuse surface habitable, puisque, pour rappel, la SRT telle qu'on la connaît aujourd'hui représente entre 15 et 20% supérieur à la surface habitable. Donc, forcément, un changement de référentiel engendre des modifications en termes d'objectifs. Toutes les évolutions de réglementation sont actualisées avec les nouvelles données météo, puisque on n'est pas sans savoir que le réchauffement climatique est présent, donc les hivers plutôt moins rigoureux et les étés plutôt au contraire plus caniculaires. Donc toutes ces données-là prises en compte permettent d'avoir des nouvelles données. Autre évolution plutôt en fonction des zones géographiques, c'est que, en particulier pour les zones H2B et H3, pour exemple, la zone H2B, la station météo de base passe de La Rochelle à Tours. Donc, en termes de prise en compte, ça fait quand même quelques évolutions non négligeables également. Et enfin, nouvelle réglementation veut également dire adaptation des scénarios de vie pour que justement les consommations soient évolutives suivant les nouvelles habitudes des Français. Voilà pour les évolutions plutôt traditionnelles en termes de réglementation. Pardon. Ce qui nous amène à la valorisation de 3 indicateurs. Donc, le premier, le BBio que vous connaissez très bien, qui est le bilan bioclimatique des bâtiments, puisque en RT 2012, c'était déjà un des facteurs contraignants qu'on avait. Le deuxième, qui est le CEP global, disons, c'est-à-dire les consommations en énergie primaire. Là aussi, c'est un coefficient que vous connaissez qui va rester. Et le troisième qui, lui, est nouveau, qui s'appelle donc CEP-NR. Pourquoi NR? Puisque c'est des consommations d'énergie primaire non renouvelables. Il y a un petit changement de réflexion par rapport à tout ça. On va l'évoquer au courant de ce webinaire. Pardon. Donc, pour améliorer la performance énergétique, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, il va falloir qu'on travaille ensemble sur la conception globale de vos projets. Puisque l'objectif pour avoir des bâtiments performants, c'est d'améliorer le BBio. Et pour améliorer le BBio, il faut donc mieux concevoir dans la globalité vos projets. Donc, l'objectif, en fait, dans le BBio, c'est d'avoir des bâtiments qui soient pérennes dans le temps, sans penser au génie climatique qui sera installé. Donc, le critère qui devient donc impactant est le BBio, et les annonces et les prétextes nous amènent à réfléchir sur un BBio à moins 30% par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc, dans nos précédentes communications, on évoquait qu'à peu près 95% du marché, voire plus, allait devoir s'adapter, puisque notre expérience énergiste montre que plus de 95% des projets n'atteignent pas un BBio à moins 30%. Donc, ce qui veut dire que globalement, toute la profession devra travailler pour améliorer ses performances. Après, la marche sera plus ou moins haute selon d'où on part forcément. Donc, petit calcul mathématique, puisque ce matin, vous êtes tous bien réveillés, donc ça va être facile. Comment se calcule le BBio? Donc, c'est besoin de chauffage, besoin d'éclairage. Jusque-là, rien de nouveau par rapport à l'ART 2012, c'était déjà comme ça qu'il se calculait. La grosse différence et la grosse évolution qui vient impacter sur le BBio, c'est le besoin de refroidissement qui est directement intégré en base. Donc, le besoin de refroidissement vient en cohérence avec l'amélioration du confort d'été qu'on a évoqué précédemment. Le besoin de refroidissement, du coup, existait également en RT 2012, mais uniquement quand on prenait en compte de manière concrète le refroidissement dans les logements, ce qui était, on va dire, quasiment jamais le cas. Pour exemple et pour mémoire, mais c'est plus vraiment pour vous donner un ordre d'idée, le BBio, le seuil pivot en RT 2012 était fixé à 60. Si on fait un relationnel par rapport à l'aéro 2020, il arriverait à 93, sachant que vous allez le voir, l'objectif reste autour de 60, donc on a bien ces fameux 30% de gains à aller chercher. Donc, pour améliorer le BBio, ce n'est pas compliqué, hein, finalement, quand on y pense, c'est juste qu'il faut diminuer le besoin. La question que vous vous posez tous, c'est oui, mais comment je diminue le besoin? Forcément. Donc, la première chose, c'est le besoin de chauffage. Donc, pour diminuer le besoin de chauffage, la chose simple, facile et rapide, c'est de mieux isoler vos bâtiments.
Quand on parle d'isolation, on parle bien de l'isolation surfacique, à savoir les sols, les murs et les plafonds, mais pas uniquement, puisque les menuiseries, les ponts thermiques, les coffres de volets roulants et tout autre aspect devront être réfléchis. Donc ça, c'est des choses que vous maîtrisez, mais il faudra, finalement, c'est comme dans un jeu, hein, on va passer du niveau 1 au niveau 2 pour améliorer tout ça. La deuxième chose qui a l'avantage d'être relativement gratuite, puisque c'est de la mise en œuvre, c'est une meilleure perméabilité à l'air. On a l'objectif de diminuer les infiltrations parasites. Donc l'objectif ne devrait pas être surimposé, à savoir 0,6 aujourd'hui, mais pour atteindre un BBO plus performant, il va falloir, on va dire, se mettre la contrainte d'avoir un niveau de perméabilité à l'air plus performant. Autre point, et troisième point donc pour améliorer le besoin de chauffage, c'est travailler sur la compacité de vos maisons. Là, vous allez me dire, comme en RT 2012, on va faire que des boîtes. Oui et non. La réponse est oui, puisque forcément, une maison compacte, très compacte, c'est une maison cubique. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus faire que ça, sinon on va le regretter, je pense, à l'avenir. Il faut simplement se dire qu'il y a des réflexions à avoir en ce sens pour améliorer le BBO et donc limiter les surcoûts, hein, puisque l'objectif est aussi là. Meilleure compacité, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de surface froide par rapport à la surface habitable. Et un rappel, puisqu'en RT 2012, on avait déjà évoqué ça avec la plupart de nos clients, attention au nombre de pièces d'eau. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le nombre de pièces d'eau impacte très fortement sur la partie BBO. Je m'explique. Nombre de pièces d'eau veut dire renouvellement d'air. Donc, qui dit renouvellement d'air dit simple flux en général en RT 2012 et dans l'ensemble des logements. Simple flux égale entrée d'air froid lorsque le renouvellement d'air se fait. Donc, le problème de ça, c'est que ça vient fortement impacter sur le besoin de chauffage, puisque l'air froid à l'hiver qui rentre dans la maison, il faut le compenser en termes de chauffage. Donc, le fait de limiter le nombre de pièces d'eau va limiter ces débits de renouvellement d'air et donc avoir un BBO plus facile à atteindre. Ça semble facile comme ça, mais on sait bien que vos clients veulent de plus en plus de salles de bain et de WC séparés. Il y aura peut-être une réflexion à avoir là-dessus. Donc aujourd'hui, en fait, les maisons qui sont très bien isolées et très étanches engendrent des consommations liées à la ventilation, que ce soit directe ou indirecte, de l'ordre de 40 à 50%, donc qui devient vraiment très important sur la partie CEP. Une autre évolution importante, c'est que pour optimiser les besoins de chauffage et de froid, puisque là, on parle bien de besoin de refroidissement aussi, si vous vous souvenez de la petite formule que je vous ai montrée tout à l'heure. L'exposition optimale, une fois de plus, à bien concrétiser par rapport à vos projets. Optimal ne veut pas dire réaliste, hein, on le sait bien. Mais dans le meilleur des cas, il faudrait imaginer une exposition au sud plutôt à 50%, nord 10, est plutôt 25 et 15 à l'ouest. Là, comme ça, vous dites oui, c'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui. Sachez qu'il y a quand même une évolution importante, puisque en RT 2012, l'exposition optimale était plutôt de 60% au sud. Et là, vous vous dites pourquoi? Eh bien, parce que on a diminué au sud et plutôt optimisé à l'est pour trouver un compromis finalement le plus précis et le plus subtil possible entre les apports d'été et les apports d'hiver. Puisque là, en chauffage, forcément, on veut optimiser les apports d'hiver, pardon. Mais le problème de ça, c'est que du coup, derrière, on a des optimisations à apporter pour le besoin de froid. D'où l'intérêt de trouver vraiment un compromis intéressant entre les apports d'été pour limiter le besoin de chauffage et les apports d'hiver pour limiter le besoin de froid. Le fameux besoin de froid, comme on l'évoque depuis tout à l'heure, c'est effectivement du coup une nouvelle réflexion à avoir, puisque jusqu'ici, on ne se posait pas ce genre de questions, sauf que je pense que nous tous réunis, on est d'accord pour dire que tous les clients et utilisateurs et usagers des logements se plaignent de plus en plus du confort d'été. Et c'est un fait, hein, nos maisons RT 2012 sont super confortables en hiver, mais plutôt inconfortables l'été. Donc, une nouvelle prise en compte, une nouvelle manière de réfléchir par rapport à ce confort d'été.
puisque lorsque les logements deviendront considérés inconfortables pour l'été, un besoin de froid peut devenir très important. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas un petit lézard, donc j'aime pas trop quand il fait trop chaud dans ma maison. Donc, autant essayer de réfléchir à mieux optimiser tout ça pour limiter le recours aux besoins de froid. Dernier point par rapport à la conception de vos logements, la surface de menuiserie reste à 1/6 de la surface habitable. Pardon, ce qui veut dire que là-dessus, ne changez pas vos habitudes. Essayez simplement de mieux réfléchir au positionnement de ces menuiseries. L'intérêt de ce 1/6, il est aussi par rapport à l'éclairage, puisque, vous l'avez compris, le besoin d'éclairage impacte également sur le BBO. Donc, si le besoin d'éclairage est plus faible, on va avoir un BBO plus facile à atteindre. Voilà pour la conception globale de vos maisons. Dernier point donc, sur les seuils, puisque bon, aujourd'hui, les seuils sont, on va dire, informatifs, puisque le niveau 63 et le niveau 65 sur la maison et collectif, c'est quelque chose qu'il va falloir réapprendre à maîtriser, puisque, comme je vous disais, l'équivalent RT 2012, il est à 93. Donc, comment on fait pour améliorer tout ça? C'est ce qu'on a évoqué juste avant. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces BBioMax sont des BBio qui sont modulés en fonction de différents critères, comme ça l'était en RT 2012, à savoir la zone géographique. On a toujours les fameuses 8 zones géographiques sur l'échelle nationale. On a toujours la modulation en fonction de la surface habitable, puisque c'est la surface de référence. Un petit point nouveau qui va vachement changer en fonction des différentes zones, c'est la modulation en fonction des combles aménagés, puisqu'on a un coefficient qui arrive par rapport aux combles ou à la surface dite utile en complément de la surface habitable dans les combles aménagés. Donc ça va venir aussi moduler l'objectif de BBO. Juste un petit graphique rapide pour vous donner la tendance sur les modulations sur le BBO. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, l'évolution se fait quelle que soit la surface, à part au-delà de 150 mètres carrés où la modulation ne se fait plus et l'objectif reste constant. Donc, autrement dit, plus la maison sera grande et plus l'objectif sera facile à atteindre. Donc, un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit, puisque c'est quand même un peu ça la quintessence de ce qu'on se dit aujourd'hui, c'est comment on fait pour atteindre le BBO moins de 30 et comment je commence à m'y préparer. Donc, vous, en tant que constructeur promoteur, l'objectif, il est vraiment d'avoir, je pense, une réflexion de fond sur les plans qu'on fait actuellement. C'est-à-dire continuer à optimiser l'architecture de vos projets tels que vous le faites aujourd'hui, mais encore allant plus dans le détail, bien réfléchir à l'orientation et à la compacité des projets. Améliorer la perméabilité à l'air, puisque tout ça, c'est des choses que vous maîtrisez très bien, mais que parfois on ne valorise pas à leur juste valeur. Optimiser la conception intérieure, c'est comme ça que moi je le qualifie, c'est de mieux quantifier les pièces d'eau, puisqu'elles vont avoir un impact très très important. Et enfin, le renforcement de l'isolation, qui lui est le facteur économique important. Donc, essayons d'éviter de renforcer l'isolation à l'infini pour pouvoir avoir des projets qui n'ont pas un impact trop élevé en termes économiques. Donc, pour essayer d'optimiser les performances énergétiques des bâtiments, on a parlé de la conception. Maintenant, il reste évidemment les consommations d'énergie primaire, à savoir les CEP, puisqu'on va en avoir deux. L'objectif de CEP annoncé est d'environ 20% de gains par rapport à l'RT 2012. 20% de gains aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est si contraignant que ça, puisqu'on constate quand même beaucoup de projets qui ont des gains qui sont supérieurs à 20%. Donc, beaucoup, toute proportion gardée, puisque ça représente 20-25% des projets qu'on a étudiés. Donc, c'est quand même mieux que pour le BBO, mais ce n'est pas non plus le plus important. Pour vous donner aussi une échelle de réflexion, le CEP à 50, qu'on a tous connu depuis le label BEC, passe plutôt à 75 sur la base de l'Aéro 2020.
En revanche, dans le calcul du CEP, la prise en compte des éléments ne change que très peu, en particulier pour la maison, puisqu'on a toujours le chauffage, l'eau chaude sanitaire, les éclairages, les refroidissements, puisque maintenant le refroidissement va être de plus en plus important, et les auxiliaires. Pour ceux qui font de la promotion, et du collectif en particulier, attention, puisque le CEP va intégrer désormais les consommations des ascenseurs, les éclairages des parkings et les éclairages des communs. Ce qui est une évolution non négligeable, puisque les consommations d'ascenseurs sont assez importantes dans un collectif. Donc, les évolutions sur le calcul du CEP, finalement, c'est quoi? C'est la prise en compte d'un forfait froid lié au confort d'été. Je m'explique. Si le projet est considéré comme inconfortable, c'est-à-dire que son niveau de protection solaire ou en tout cas d'inconfort d'été est trop élevé, un forfait froid sera appliqué, c'est-à-dire que le CEP va être impacté d'un certain nombre de kilowattheures pour justement compenser des éventuelles consommations de froid. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est une question récurrente de nos clients, c'est quid du photovoltaïque? Le problème, c'est que le photovoltaïque, aujourd'hui, semble n'être pris en compte que sur l'autoconsommation. Donc, sauf que l'autoconsommation sur une production de photovoltaïque, elle est très faible. Autrement dit, un peu tôt pour vous dire de manière catégorique ce qui va se passer, mais le photovoltaïque risque de souffrir sur l'Aéro 2020. Et enfin, donc, évolution des coefficients des énergies primaires. Ça, on va l'évoquer juste après. Donc, tout d'abord, les seuils. Les seuils CEP, on les passe assez rapidement, puisque finalement, sans avoir fait des simulations concrètes avec vous, c'est un peu difficile pour vous de vous projeter, ce qui est normal. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CEP NR, donc non renouvelable, peut être comparé au CEP d'aujourd'hui. Donc, le CEP de 55, sauf que le calcul RO 2020 sur la base d'une maison RT 2012 donnerait un CEP qu'on qualifiera de NR du coup, équivalent à 72 à comparer aux 55 que vous avez ici. D'où le gain d'environ 20-25% qu'on évoquait tout à l'heure. Le calcul du CEP, lui, il est un peu dans la même veine que le BBO, c'est-à-dire qu'il est aussi modulé en fonction des différentes zones géographiques, de la surface de référence et des différents combles aménagés. Donc, pour sa prise en compte, le CEP a donc des évolutions par rapport à différentes coefficients d'énergie primaire. Donc, le premier, c'est que le bois est considéré comme 100% renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les systèmes en bois vont être fortement, voire très fortement valorisés. Et donc, on risque de voir un retour des systèmes bois pour le chauffage en particulier et voire pour d'autres systèmes. La deuxième chose, c'est que le coefficient d'énergie primaire sur l'électricité baisse de 10%. Donc, forcément, les solutions électriques sont un peu mieux valorisées. Donc, pour faire un petit focus là-dessus, les systèmes classiques de pack double service ou de pack RR avec chauffe-eau thermo sont des solutions qui aujourd'hui fonctionnent plutôt bien, voire très bien sur la future Aéro 2020. Quid du gaz, me direz-vous? Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de se focaliser sur le génie climatique, mais effectivement, les énergies gaz aujourd'hui sont fortement pénalisées et très peu de systèmes fonctionnent. L'un des seuls qui semble fonctionner, ce serait la chaudière hybride, mais ça reste encore à confirmer. Donc, petit graphique rapide qui est la tendance des modulations du CEP et du CEP-NR, pardon. Donc, qui est globalement la même tendance que le BVO, puisque au-delà de 150 mètres carrés, l'évolution ne se fait plus. Donc, voilà pour les grandes lignes de la future Aéro 2020 sur la partie performance énergétique. Maintenant que vous avez tous ces éléments-là, vous allez me dire, c'est très bien, mais qu'est-ce que tu peux me dire pour que j'avance? Donc, on a fait quelques simulations sur des maisons et sur un collectif. Donc, je vais vous montrer les résultats qui sont évidemment à prendre au conditionnel et avec des pincettes, comme on dit, puisque les valeurs qui sont ici sont des valeurs provisoires en attendant d'avoir les fameux moteurs de calcul définitifs. Donc, néanmoins, là, sur une maison de 90 mètres carrés, vraiment très simple, orientation moyenne, avec un CELI en fond de garage, on a les tendances qui sont ici.
Donc, en fonction des différentes zones, on a mis les colonnes de BB-30 équivalents ou approximatifs. Ces éléments-là étant bien entendu à affiner avec vous sur vos habitudes et sur vos projets spécifiques et avec les contraintes que je vous ai évoquées juste avant, c'est-à-dire des évolutions de projet. Néanmoins, l'objectif de tout ça, c'est de commencer à vous projeter et à solliciter vos industriels et vos partenaires pour voilà, avoir commencé à budgétiser tout ça et voir les choix que vous pourriez faire en termes d'évolution technique, puisque les tendances qui sont là sont quand même des tendances qui sont certainement les tendances du futur. Donc, sur la partie maison-étage, l'ordre de grandeur est exactement le même, pardon, puisque cette maison-étage qui est un étage complet est quand même assez contraignante. Imaginez qu'une maison comble aménagée du même type serait encore plus contraignante. Donc, c'est quand même des choses qui sont des évolutions majeures et qui ont des impacts financiers assez importants. Alors, vous ferez votre avis vous-même, mais nous, la tendance qu'on a par rapport à ça, c'est que l'impact serait de 5 à 10% sur le mètre constructif. C'est un peu les retours qu'on a et le retour d'expérience que nous, on a. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il est intéressant de s'y préparer et de du coup consulter vos partenaires pour tout ça. En termes de logement collectif, la simulation, elle est sur un bâtiment de 30 logements, si je ne me trompe pas. Elle donne également une tendance. Aujourd'hui, c'est un domaine qu'on n'a pas encore bien exploré. Clairement, on a beaucoup plus exploré la maison, tout simplement par manque de temps. Mais la tendance qui est ici donne quand même des évolutions majeures dans le collectif. Ici, on ne parle pas de CEP, mais dans le collectif, attention, puisque le CEP Max NR pourrait devenir contraignant et pourrait engendrer la prise en compte d'énergie renouvelable qu'on ne connaissait pas forcément en RT 2012. Donc, voilà pour le discours que je voulais vous apporter aujourd'hui. J'espère que j'étais à peu près clair par rapport aux évolutions que vous pouvez apporter à vos logements. Donc, bien sûr, Energis, pour ceux avec qui on travaille, on est toujours là pour vous accompagner. Pour ceux avec qui on ne travaille pas, eh bien, ce sera avec grand plaisir, on pourra vous accompagner là-dessus. De votre côté, je vous invite à commencer à réfléchir à l'évolution de vos projets, puisque vous avez bien compris, ce n'est pas une révolution, mais bien des évolutions qu'il faut apporter, en particulier sur la partie conception de vos projets. Puis j'attends vos mails pour ceux qui souhaiteraient récupérer le PowerPoint. Dernière question sur le fil. Est-ce que le calcul du bilan carbone est toujours d'actualité? Oui, bien sûr. Ce sera l'objet de notre prochain webinaire, mais effectivement, le bilan carbone reste d'actualité et reste contraignant aussi, que ce soit sur la partie énergie et sur la partie bâti. Donc, bonne journée à tous. Je vous remercie pour tous vos messages et puis bon courage et au plaisir de se revoir lors de prochains échanges, soit physiques, soit via webinaire. À bientôt.